noire, enfin, après j'ai pas de preuves, mais quand même j'ai l'impression qu'elle s'est beaucoup éclairci la peau depuis, enfin moi je sais pas, de l'époque de Destiny's Child à maintenant, j'ai l'impression qu'elle n'a pas exactement la même couleur. Et puis, par ailleurs, enfin je sais pas, vous ferez une comparaison avec Beyoncé il y a 15 ans, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus claire aujourd'hui qu'auparavant. Et puis elle avait fait une campagne pour L'Oréal il y a 3 ou 4 ans, et la campagne l'avait éclaircie, alors qu'elle est déjà très claire. Et sur la campagne, elle apparaissait... Alors en plus, elle est blonde. Donc c'était vraiment extrêmement frappant de voir à quel point, en fait, elle était quasiment blanche. Et il y a beaucoup de stars américaines qui s'éclaircissent la peau. Alors je pense que c'est un tabou, on en parle très très peu. Mais il y a énormément de stars. Donc quand on retrouve les premiers films, les premières apparitions, on se rend compte, en fait, qu'elles étaient beaucoup plus foncées. Et avec ça, évidemment, il y a la chirurgie plastique, la nasoplastie, tout ce dont beaucoup de stars auxquels beaucoup de stars ont recours. Évidemment, la question du défrisage, des cheveux. Et pour l'anecdote, en fait, une des premières crèmes défrisantes afro-américaines s'appelait Black No More. Et je trouve que ce nom est absolument délirant, quoi. C'est-à-dire que, mais ça dit tellement de choses, sur la haine de soi, sur l'aliénation, sur cette incapacité en fait à s'accepter, parce qu'on nous renvoie un miroir en fait de... c'est vrai que moi j'ai les cheveux courts, mais si j'avais les cheveux plus longs, enfin j'ai eu longtemps les cheveux plus longs, soit j'avais des tresses, soit j'avais les cheveux vraiment la coupe afro, il y a plein de milieux où ça passe pas. Je peux pas venir avec mes cheveux naturels et plaider au tribunal ou je sais pas, défendre les intérêts d'une grosse boîte, d'une grosse industrie, parce qu'en fait on est perçu comme négligé. Tout simplement parce qu'en fait on refuse, dès lors pas qu'on refuse, qu'on ne fait rien à ses cheveux, en fait les gens vont nous faire des remarques sur le fait qu'on est mal coiffé, qu'on n'est pas entretenu, etc. Parce qu'en fait le fait d'être entretenu, ça implique forcément un procédé chimique qui modifie la structure du cheveu, mais qui correspond au canon dominant. Et il y a un excellent documentaire de Chris Rock, de l'humoriste Chris Rock sur les cheveux, que je trouve vraiment très très bien. Alors c'est fait avec le ton de Chris Rock, c'est assez drôle, ça s'appelle Good Hair. Et en fait, le point de départ du documentaire, c'est il explique en fait que sa petite fille de 4 ans lui a dit « Papa, je voudrais avoir de beaux cheveux ». Et il s'est dit qu'est-ce que c'est de beaux cheveux? Et donc il mène toute une enquête en interrogeant aussi bien des gens connus, afro-américains, etc., et des gens de l'industrie des cheveux, pour comprendre en fait qu'est-ce que c'est avoir de beaux cheveux. Et ça dit, je trouve, énormément de choses sur la façon en fait dont quand on est noir aujourd'hui, on considère que on doit passer par un processus de modification pour apparaître publiquement et pour être digne d'intérêt et de respect. Donc je crois qu'il y a un vrai travail de désaliénation à faire aussi bien dans le regard des gens, parce que ce qui fait qu'on n'accepte pas les cheveux crépus, c'est que la norme elle est habituée à des cheveux qui sont modifiés, et puis aussi bien chez les personnes noires qui ont la tentation, parce que c'est très difficile de résister à ce genre de pression, de se défriser, Alors après, moi je suis pas contre le défrisage, on fait ce qu'on veut, mais c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un choix délibéré, il ne faut pas que ce soit une solution absolue, ou de s'éclaircir la peau, et là il y a vraiment un problème de santé publique sur la question de la peau. Et puis toutes ces questions d'apparence, pour moi, sont la raison pour laquelle il y a eu tant de polémiques autour de la question noire dans le monde du luxe et dans le monde dans l'industrie du luxe et de la mode. Ce qu'il y a eu dernièrement, c'est l'affaire Guerlain dont vous avez entendu parler, quand Jean-Paul Guerlain s'est exprimé dans des termes extrêmement racistes sur les propos des Noirs. Mais il y a eu aussi une affaire avec le magazine Elle, dont vous avez peut-être entendu parler, qui avait fait un article sur la black fashion, expliquant que les Noirs avaient découvert la mode le jour où les Obama étaient entrés à la Maison Blanche, parce qu'avant, ils s'habillaient en hip-hop. Donc c'était vraiment écrit comme ça dans l'article, je ne compte pas, j'exagère pas du tout. Donc c'était 2 pages en fait, alors que Elle, jamais de Noirs en couverture, on ne parle jamais des Noirs, et puis le jour où on en parle, c'est pour dire « Mon Dieu, c'est noir, quel progrès ». C'est vraiment formidable. Et dernièrement, une polémique avec la marque de vêtements Mango, qui a créé un collier en fait style esclave, et c'était écrit comme ça. Donc au début, Mango a invoqué une erreur de traduction, et en fait après des recherches, notamment du camp, on a vu que le collier en fait c'était une réplique de collier d'esclaves datant du 19e siècle. Donc c'était vraiment... C'est-à-dire que la mode en fait, il y a eu Adidas aussi qui avait créé une polémique en créant des baskets avec des chaînes, en fait des chaînes d'esclaves attachées aux baskets. Donc c'est quand même ce champ-là de l'esclavage, et en plus l'esclavage qui est associé aux noirs, sachant que tous les esclaves ne sont pas noirs, mais dans l'imaginaire collectif, esclave égale noir. Il est investi par la mode, il y a une espèce de romantisation de cette histoire-là qu'on essaye de rendre un peu glamour en faisant quelque chose de sympathique et de mode, quoi, quelque part. Alors d'autres polémiques ont émaillé la presse, je pense à l'affaire des quotas. Alors l'affaire des quotas avec tout ce que ça impliquait, avec Laurent Blanc, etc. Mais moi je me souviens des échanges que j'avais trouvé extrêmement intéressants, où en fait on voulait mettre des quotas en expliquant que les joueurs blacks, alors ils disent black, les joueurs blacks étaient des grands costauds, contrairement à d'autres, alors on imagine que c'est les blancs, qui avaient l'intelligence du jeu.
Donc c'était quand même, quand vous relisez les échanges, en fait c'est surréaliste, c'est-à-dire que le présupposé de la conversation c'est que trop de blagues c'est problématique parce que ils sont grands et costauds et ça nuit à l'équipe. Et ils avaient dit dans l'échange, ils disaient regardez les Espagnols, pas de blagues, pas de problème. Et donc ça dit quand même des choses sur la façon dont on perçoit les Noirs comme étant des corps avant d'être des stratèges. En plus, venant de Laurent Blanc, qui à mes yeux est plutôt un grand costaud, je ne sais pas, alors peut-être qu'il est noir, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas... Voilà. Donc c'était intéressant en fait que même quelqu'un qui ne correspond pas au cliché de ce qui lui perdurait, perpétué par rapport aux Blancs, ait participé à cette conversation-là. Et évidemment, il y a eu d'autres choses comme le livre de Hugues Lagrange, le déni des cultures, qui expliquait en fait que la délinquance chez les personnes d'origine africaine subsaharienne était liée à une culture, en fait à leur culture, à la polygamie, à l'islam d'une certaine manière également. Donc voilà, et d'autres choses comme... il y a beaucoup de polémiques qui montrent en tout cas à quel point l'image du noir est vraiment extrêmement tributaire de cette histoire-là. Alors les réactions, évidemment, peuvent paraître superficielles. Je pense à l'élection, par exemple, de Miss Black France, ou encore la création de la Black Fashion Week. Mais ça montre bien le fait qu'il y ait autant d'événements autour de la mode, de l'apparence. Ça montre qu'il y a quand même un besoin, chez un certain nombre de Noirs, de réinvestir un champ qui leur est complètement interdit et qui leur est confisqué. D'autres choses par rapport à la couleur de peau, qui est très très présente dans des contextes post-esclavagistes, comme les Antilles, ou comme le Brésil, c'est la question de ce que Pape Ndiaye appelle le colorisme. C'est-à-dire qu'en fait, on donne de la valeur aux gens en fonction de leur... Plus ils ont la peau claire, en fait, plus on leur donne de la valeur. Et il y a des dénominations interminables sur chaque couleur de peau. C'est-à-dire qu'il y a, au Brésil, il y a une centaine de noms qui désignent des carnations. En fait, des carnations... Comme un personnage. Exactement. Et c'est resté dans le vocabulaire courant. Et dans les... aux Antilles, enfin sur les deux îles, Guadeloupe et Martinique, dans les Antilles françaises, quand un enfant, je ne sais pas dans quelle mesure c'est courant, mais en tout cas, on dit que quand un enfant naît avec la peau claire, plus claire que ses parents, on dit qu'il a la peau chapée. Ça veut dire qu'il a échappé en fait. Et ça, c'est quelque chose qui existe et qui est encore présent. Et ça dit énormément de choses sur la façon dont, quelque part, on imagine toujours que le fait d'avoir un enfant clair, d'être clair et de se marier avec quelqu'un qui est clair, c'est une manière d'échapper à quelque chose. Et d'ailleurs, Pape Ndiaye explique très bien que l'élite noire afro-américaine est une élite métisse qui a en fait élaboré des stratégies matrimoniales pour se marier en fait entre personnes de couleur claire et parce qu'en fait cette couleur claire c'est un capital. Dans une société raciste, le fait d'avoir la peau claire c'est un vrai capital qu'il faut entretenir. Et quand on est clair, se marier avec quelqu'un de foncé, c'est ruiner quelque part un capital dont on peut disposer, qui peut servir à une carrière dans le cinéma, à la télévision, mais aussi dans la vie quotidienne, à ne pas être perçu de manière trop négative. Alors, les Noirs sont souvent, voilà ce que je disais, sont souvent perçus comme gentils. Je trouve qu'on les utilise beaucoup pour apitoyer. Alors la figure du sans-papier, sachant que la majorité des sans-papiers ne sont pas forcément noirs, mais je trouve que on trouve que le sans-papier noir fonctionne assez bien, donc on l'utilise énormément, on la mobilise beaucoup. Pour les famines, de la même manière, l'enfant noir qui meurt de faim, c'est une figure qui marche, qui fonctionne très bien et qui marque les esprits, mais il y a cet usage-là du noir qui tend la main et qu'on doit aider parce qu'il est dépendant et parce qu'il n'a pas vraiment de faculté d'autodéfense. Et puis, ce que je trouve, pour faire le lien avec la question de l'islamophobie, on a l'impression que les Noirs n'ont pas de religion. C'est-à-dire que dans le débat sur l'islamophobie, on a l'impression que, voilà, alors on va parler de Fadela Amara, de Rachida Dati, qui n'ont jamais dit qu'elles étaient musulmanes. Par contre, on va complètement ignorer Ramayad, qui elle, pourtant, dit qu'elle est musulmane, elle est pratiquante, etc. Donc, les Noirs, en fait, ils sont perçus comme des êtres qui n'ont pas d'âme, quelque part. Ça rejoint un peu le débat des siècles passés, mais c'est intéressant de voir à quel point ils ne sont pas du tout perçus comme des gens qui peuvent parler d'autre chose que du fait d'être noir ou d'être sportif ou de faire de l'humour. Et je voulais revenir aussi par rapport à la question de la fiction, sur ce que décrivait une sociologue des médias qui s'appelle Marie-France Malonga, et qui est très intéressant. En fait, elle avait fait une étude sur la fiction française, et elle relève 3 types de figures qui reviennent de manière récurrente dans la fiction française. Alors la première, c'est la victime. En fait, les figures de minorité, c'est-à-dire que quand il y a des Noirs ou des Arabes dans les fictions, généralement, elles peuvent être identifiées à 3 types de figures. Donc ces 3 figures sont pour la première la victime, qui est incarnée par le pauvre, le banlieusard, le sans-papier, l'esclave ou la victime de racisme. Et c'est un personnage irresponsable et malheureux qui est souvent sauvé par un personnage blanc. Et son irresponsabilité évoque la figure coloniale du grand enfant. Et c'est une figure qu'on retrouve beaucoup dans les fictions télévisuelles françaises. La deuxième figure, c'est la figure du délinquant. Alors qui peut être un voyou, souvent associé à la banlieue, ou un déviant, un mauvais citoyen ou un fauteur de troubles.
Et enfin, la troisième figure, c'est la figure du sauvage, qui est un être généralement arriéré, illettré et rustre, qui souvent ne connaît pas les codes de la civilisation. Alors, les Noirs souvent sont cantonnés dans des rôles d'étranges sorciers ou de marabouts, alors que les Arabes sont plutôt des misogynes guidés par la tradition. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose, quand on regarde la fiction française avec ce prisme-là, on se rend compte qu'en dehors de ces trois types de rôles, rares sont les personnages qui arrivent à sortir de ce genre de perception. Et moi j'y ajouterai une figure qui est apparue récemment, celle de l'humoriste, qui a un peu hérité de l'américain Eddie Murphy, et la dernière affiche du dernier film dont Omar Sy était le héros, est juste hallucinante, où il joue un flic en fait. On a l'impression d'être de retour dans les années 80 avec Eddie Murphy et Nick Nolte. C'est-à-dire que nous, 30 ans plus tard, on reproduit les mêmes stéréotypes avec le flic qui a un grand sourire, qui n'est pas du tout habillé en flic, mais avec une espèce de voyou, de blouson, pardon, un peu de jeans, mais qui n'est pas du tout, qui correspond, et à côté de ça, qui a un flic blanc en costard. Alors moi, j'ai jamais vu de flic en costard, mais bon, peut-être que ça existe. Hein. En costard, voilà, qui pose à côté de lui. Donc tout ça, en fait, montre à quel point les clichés, les médias cantonnent un certain nombre de figures à une ethnicité qu'ils ne peuvent pas dépasser. Et pour terminer, je voudrais juste dire en fait que la question noire ne se cantonne pas évidemment à la France. Et ce que je trouve, en fait, moi, pour avoir évoqué cette question dans différents pays, je trouve qu'il y a vraiment une singularité de cette question, parce qu'en fait, partout où je suis allée, il n'y a pas un seul pays où je n'ai pas vu que les Noirs étaient dominés. C'est-à-dire que c'est hallucinant, mais même dans leur propre pays, c'est-à-dire que même dans les pays où ils sont majoritaires, enfin, je ne sais pas si leur pays c'est pertinent, mais en tout cas dans les pays où ils sont largement majoritaires, donc dans les pays africains, ce sont toujours les figures dominées. Et dans des pays, alors dans le nord, dans le Maghreb, il y a eu pas mal de polémiques, mais là j'étais justement en Tunisie, où j'ai fait un sujet, écrit sur la question des Noirs tunisiens, mais c'est le cas aussi au Brésil. J'ai lu hier un article du Point sur le fait qu'Israël avait stérilisé en fait un certain nombre d'immigrés éthiopiennes, falachas, juives. Voilà, là, clairement, le but était d'éviter la multiplication de Noirs juifs, israéliens. Donc il y a vraiment ce racisme-là qui est extrêmement présent et partagé par des pays qui sont situés sur des continents extrêmement différents. Donc je pense que la question de l'expérience noire internationale est aussi un angle qui me semble intéressant pour en parler.